Alexandre Dumas, Mon dictionnaire de cuisine, lettre C, cabillaud à la hambourgeoise. Recette traduite de l'allemand par l'auteur du dictionnaire de cuisine. Prenez à cet effet un cabillaud bien frais et bien charnu. Lorsque vous l'aurez bien nettoyé, en ayant soin de ne pas faire une trop grande ouverture pour lui retirer les intestins, faites-le égoutter et essuyez-le bien en dedans et en dehors. Faites blanchir 6 douzaines d'huîtres, égouttez-les sur un tamis, laissez reposer l'eau des huîtres que vous aurez eu soin de conserver. Faites une béchamel mouillée avec cette eau et moitié crème. Faites réduire cette sauce jusqu'à ce qu'elle tienne à la cuillère. Assaisonnez d'un peu de sel, poivre et muscade. Mêlez-y les huîtres et remplissez-en l'intérieur de ce cabillaud. Posez-le ensuite sur un plat ou une plaque bien étamée, ciselez légèrement la surface de votre poisson, prenez 6 jaunes d'œufs crus, 125 g de beurre fondu, sel et muscade. Battez le tout, prenez un pinceau, enduisez bien toute la surface du poisson, semez de la mie de pain, cette opération doit se faire vivement. Arrosez ensuite de beurre fondu toute cette panure. 1 heure suffit pour la cuisson, qui doit être à un four un peu chaud. Si c'est sur une plaque que vous avez posé votre poisson, enlevez-le avec 2 couvercles de casserole. Pour la sauce, ayez un gros homard cuit, retirez-en les chairs, pilez les coquilles avec ses œufs et intestins, ajoutez 180 g de beurre, relevez le tout dans une casserole, exposez-le sur un fourneau. Remuez cette préparation avec une cuillère de bois et quand le beurre sera bien fondu, versez-y une cuillère de bon bouillon. Faites bien chauffer. Au premier bouillon, versez le tout dans une étamine. Tordez fortement sur une terrine préparée à cet effet et laissez monter le beurre. Ensuite, levez-le avec une cuillère. Servez-vous de ce qui reste dans la terrine pour faire votre sauce en y ajoutant de la bonne crème en quantité égale à votre fond. Vous aurez coupé en dés vos chairs de homard que vous incorporerez dans la sauce au moment de servir, ainsi que votre beurre rouge. Goûtez si la sauce est de bon goût lorsque vous mettez votre poisson au four. Versez sur un plat un bon verre de vin blanc. Se relever fait le meilleur effet possible quand il est bien soigné. Les habitants mélangent avec le lait et boivent en place du vrai chocolat. En Orient, les arilles ou enveloppes du café s'emploient de la même manière pour le café à la sultane. On attend pour recueillir le cacao que les fruits parfaitement mûrs résonnent en les agitant par le choc intérieur des semences. Alors on en fait des tas que l'on laisse sécher pendant 3 ou 4 jours afin de briser le fruit et de le débarrasser de la pulpe qui l'environne. Madame de Sévigné lutta le plus qu'elle put contre cette mode et prédit que Racine et le café passeraient en même temps l'un que l'autre. Il y a dans le commerce 5 principales sortes de café, sans compter la chicorée que nos cuisinières s'entêtent à y mêler. Le meilleur vient de Moka, dans l'Arabie heureuse. On le divise lui-même en 3 variétés. La première, nommée Baouri, qu'on réserve pour les grands seigneurs, le Saki et le Salabi. Le café de Bourbon est bien coté dans le commerce. Cependant, on y préfère celui de la Martinique ou de la Guadeloupe. Le Saint-Domingue, qui comprend aussi celui de Porto Rico et d'autres îles sous le vent, est d'une qualité inférieure. Le café était devenu en France d'un usage général lorsqu'en 1808, Napoléon publia son décret du système continental. C'était priver la France à la fois de sucre et de café. On suppléa au sucre de canne par le sucre de betterave et l'on allongea le café en y mêlant moitié chicorée, ce qui fut tout bénéfice pour les épiciers et pour les cuisinières qui adoptèrent la chicorée avec fureur. Elles soutinrent que le café mêlé à la chicorée avait meilleur goût et était plus sain. Le malheur est, aujourd'hui,
que le décret continental est tombé en désuétude, les cuisinières l'ont enregistré à leur avoir et continuent toujours, sous le prétexte de rafraîchir leurs maîtres, à mêler au café qu'elles achètent tout moulu une certaine quantité de chicorée. Les maîtres ont ordonné alors d'acheter du café en grains. Mais dans les moules faits exprès, on a donné à de la pâte chicorée la forme du café, et bon gré mal gré la chicorée lui est restée fidèle. Voltaire et Delille ont fait abus du café, qui, loin d'être un poison, comme on l'a dit d'abord, est une antidote pour tous les poisons stupéfiants. Il opère rapidement sur l'opium, sur la belladone, etc. Il faut alors le prendre très fort, et une cuillère à café toutes les 5 minutes. Nous croyons donner un excellent avis à nos lecteurs en leur renseignant l'essence de café de Trably, pharmacien rue Jean-Jacques Rousseau. Quelques gouttes du café Trably suffisent à donner au lait une couleur et un arôme que jamais on n'obtiendra avec du café ordinaire. Le café doit être torréfié, brûlé, en le remuant sans cesse dans un appareil quelconque en tôle, mais plutôt dans un brûloir, dont le récipient, qui contient le café, est arrondi en tous sens, de manière à représenter le café partout également à la surface chauffante, en commençant par un feu très doux, de façon à le faire renfler d'abord sans le saisir, pour qu'il se torréfie en même temps à l'intérieur du grain comme à la superficie, et devienne d'un beau roux brun. Il faut 3/4 d'heure pour le brûler. On le retire alors du feu quand il est prêt d'être à ce point, et qu'il répand une agréable odeur. Mais on le laisse dans le brûloir pour achever de se faire. Vous l'étendez ensuite sur un torchon pour refroidir, et vous le serrez dans une boîte de fer-blanc hermétiquement fermée. Ayez soin de ne le moudre qu'au fur et à mesure des besoins, afin qu'il ne puisse perdre son arôme. Il en faut à peu près une demi-cuillère par tasse. Le café moka, ayant plus de parfum et de force que les autres, on le mélange ordinairement avec moitié bourbon. Le Martinique ne convient guère qu'avec du lait, à cause de son âcreté. On sert ordinairement après le repas, avec le café à l'eau, un petit pot de lait non bouilli ou de crème que l'on ajoute à son café, si on le juge convenable. Ah, je vous y prends, monsieur le curé, dit l'empereur. Dites-moi, s'il vous plaît, ce que vous faites là. Mais vous le voyez, sire, répondit l'impassible curé sans se déconcerter, et tout en continuant à tourner son café. Je fais comme votre majesté, je brûle les denrées coloniales. Fontenelle aimait beaucoup le café, et en prenait à tous ses repas. Un jour qu'un médecin de ses amis lui disait que le café était un poison lent, et qui finissait toujours par exercer une influence mauvaise sur sa santé. Docteur, répondit l'académicien, je le crois comme vous. Il y a 80 ans que j'en prends, et il faut qu'il soit bien lent, en effet, pour que je ne sois pas encore mort. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, cake, gâteau anglais. Lorsqu'en Angleterre on marie ses enfants, on fait comme on peut le voir dans Dickens, un énorme gâteau dont on distribue un morceau à chacun des conviés. Voici de quelle façon se fait ce gâteau. Vous prenez 2 kg de belle farine, 2 kg de beurre frais, 1 kg de sucre passé fin, 7 g de muscade. Pour chaque livre de farine, il faut 8 œufs. Lavez et triez 2 kg de raisin de Corinthe que vous faites sécher devant le feu. Vous prenez 500 g d'amandes douces que vous faites blanchir, dont vous ôtez la peau et que vous coupez en morceaux très minces. Ajoutez-y 500 g de citron confit, 500 g d'oranges confites, un demi-litre d'eau-de-vie,
Écrasez entre vos mains le beurre et battez-le avec le sucre pendant un quart d'heure. Battez les blancs de vos œufs, mêlez-les avec votre beurre et votre sucre. Mettez ensuite votre farine et la muscade et battez le tout ensemble en y mêlant bien les raisins et les amandes. Faites 3 couches en alternant avec orange et citron que vous mettez dans un moule et que vous placez au four. Couvrez-le d'un papier et laissez-le dans le four jusqu'à parfaite cuisson. Alexandre Dumas, Mon dictionnaire de cuisine, lettre C, cannepetière. La veille du jour où je devais quitter l'Astrakhan, je reçus la visite du prince Tumen, chef des Kalmouks. J'étais assez embarrassé sur la manière dont j'allais vivre en traversant les steppes des Tatars Nogais. Je savais qu'ils contenaient, pour tout gibier, des cannepetières et des oies sauvages, mais que ces oiseaux très défiants partaient à une telle distance du chasseur qu'il était presque impossible de les tuer au fusil. Le prince, dont j'aurai occasion de parler plus d'une fois, à propos de l'hospitalité qu'il nous a donnée et des objets quelque peu bizarres qu'il nous a fait manger, me dit alors de ne pas m'inquiéter, et qu'il se chargerait de ma nourriture pendant tout le temps que durerait notre voyage. Il me demanda seulement si je croyais que le pain nous fût absolument indispensable, et dans ce cas, il nous invitait à nous procurer 2 ou 3 pains de la plus grande dimension et de la plus forte épaisseur. Quant au vin, nous avions à notre disposition toute la cave de notre hôte, une des mieux garnies, avec lesquelles j'eusse encore fait connaissance. Nous devions partir le lendemain soir, vers 6 heures. Le prince s'informa de tous ces détails, calcula les heures sur ses doigts et nous dit « Ne vous inquiétez pas, la viande ne nous manquera pas. » J'avoue que cette assurance me réjouit fort. Un bon repas est un des moments agréables d'un voyage long et fatigant. Or, nous voyagions jour et nuit, faisant en tarantasse une 50aine de lieues toutes les 24 heures, et la tarantasse est une voiture non suspendue, passant partout, à travers tout, ne se dérangeant ni pour les ravins, ni pour les ruisseaux, ni même pour les petites rivières. Nous partîmes à l'heure convenue, sans avoir vu reparaître aucun messager du prince Tumen, ce qui ne laissa pas que de nous inquiéter. Mais, confiant dans sa parole, nous nous contentâmes d'attendre quelques minutes après avoir franchi la Volga, qui, à Astrakhan, a près d'1 lieue de large. Mais ne voyant aucun Kalmouk, ni près ni loin, nous crûmes que le prince avait oublié. Nous criâmes à notre cocher « Pascar !» c'est-à-dire « Allons vite !» et nous partîmes. La nuit fut assez bonne. Les steppes à travers lesquelles on roule sur une couche de bruyère sont un assez agréable chemin. Nous eûmes bien 2 ou 3 violentes secousses, mais c'est que nous traversions alors des ravins qui eussent mis en capilotade une voiture d'Europe. Nous vîmes de loin une espèce de déménagement à chameaux. C'était une famille kalmouque qui, mécontente du lieu qu'elle avait choisi pour y établir sa tente, allait en chercher un autre. Je commençai à avoir une certaine inquiétude, non pas pour notre pain, mais pour ce que nous aurions à mettre dessus, lorsque j'aperçus un lac salin dont les rives étaient couvertes d'oies sauvages et de cannepetières. Je savais la difficulté que j'aurais à approcher de ces 2 espèces d'oiseaux, les 2 plus défiants de toute la race ornithologique, et j'ordonnai à mon cocher de se déranger du chemin et de s'avancer avec la voiture sur les rives du lac qui resplendissait comme un bassin d'argent. C'était un lac de sel, dans lequel les oiseaux, au long cou, pâturaient au milieu des plantes rouges, à tête argentée. Mais au premier mouvement que je fis au fond de ma voiture, une canne poussa un cri d'éveil, et toute ma bande trompetante s'éleva avec le bruit que fait en chargeant un régiment de cavalerie. Tout à coup, au milieu de ces cris, que je reconnus parfaitement pour des cris d'oies sauvages et de cannepetières, j'entendis des cris de chasseurs, et je vis s'élancer, au milieu du tourbillon des oiseaux affolés, 2 oiseaux qui, au milieu des premiers,
semblaient gros comme des hirondelles. C'étaient deux nobles faucons que, fidèle à sa promesse, le prince Tumen m'envoyait avec leurs fauconniers. C'étaient enfin mes pourvoyeurs. Au même instant, nous vîmes passer près de notre tarantasse nos deux kalmouks, à cheval, qui rappelaient leurs faucons en leur montrant de la viande crue. Chacun des faucons avait déjà choisi sa proie et s'était attaqué à une canepetière qu'il avait abattue. Nous sautâmes en bas de la tarantasse, et en quelques instants nous fûmes avec les cavaliers, au lieu où se livrait le combat. Il n'y avait plus de combat, au reste. Les deux outardes, car la canepetière est une espèce d'outarde, s'étaient rendus secourus ou non secourus. Nous refîmes connaissance avec nos kalmouks, car je me rappelais bien vite les avoir vus à la chasse aux cygnes et aux hérons que nous avions faite quelques jours auparavant. Eux aussi nous reconnurent, burent une goutte d'eau-de-vie à nos gourdes et nous invitèrent à reprendre place dans notre tarantasse. Je demandai à faire l'examen de notre prise, car je n'avais jamais vu de près la petite outarde. Un jour seulement, en traversant le Guadalquivir, j'en avais tué une grande, mais entraîné par le bateau à vapeur, je n'avais pas pu aller la ramasser. La canepetière est un joli oiseau, ayant une tête charmante, qui tient de la perdrix, un très beau plumage blanc sur le ventre et des couleurs variées sur le dos. J'essayai de leur arracher quelques plumes, mais à la façon dont elles tenaient à la peau, je commençai quelque peu à craindre pour nos dents, si solides qu'elles fussent. Sur ces entrefaits, nous arrivâmes à une maison de poste. Le prince nous avait dit de ne pas nous inquiéter et de nous en rapporter à nos hommes. En effet, un quart d'heure après, nos deux outardes enfilées à des bâtons et correctement battues le long du mur, nous offraient du rôti sinon tendre, du moins mangeable. J'avais remarqué aussi autre chose qui m'avait donné une certaine satisfaction. Nous n'avions, pendant les 20 lieues de steppe déjà faites, encore rencontré ni un hoche-queue, ni une alouette. En approchant de la maison de poste, je vis un nuage s'élever au-dessus du toit, avec des cris dans lesquels je reconnus ceux de ces estimables oiseaux, à qui nous avons donné le nom passablement vulgaire de pierrots. C'étaient en effet des nuées immenses de pierrots qui s'élevaient au-dessus de la maison de poste. Ces pauvres oiseaux, ne trouvant rien à manger dans toute la plaine que des détritus de blé, d'avoine et de crottin qui abondaient autour de ces haltes, s'étaient fixés là où se fixent les hommes, ces grands partageurs de la nature, et vivaient de leur superflu. Au moment où une de ces bandes passait au-dessus de ma tête, je tirai au plein travers et j'en abattis une vingtaine. Il fut convenu que ce serait le petit plat du dîner. La route fut occupée tout entière à plumer notre gibier qui, malheureusement, ne changeait pas de nom comme les alouettes, lesquelles, au fur et à mesure qu'elles perdent leurs plumes, prennent le nom de mauviettes. Nous repartîmes après le déjeuner, et nous assistâmes à une nouvelle chasse, dont une superbe oie sauvage fit les frais. Tout notre passage à travers les steppes fut assaisonné de cette triple variété, oies sauvages, canepetières et petits oiseaux à gros bec. Voilà comment, grâce au prince et à ses deux fauconniers, nous traversâmes près de 200 lieues de steppes sans mourir de faim et en faisant connaissance avec un nouveau gibier. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, caneton à la rouennaise. Nous intercalons ici la recette d'un cuisinier poète. Je le dénonce tout d'abord, mon canard est un volatile. Il n'a, messieurs, aucun rapport avec ses écrits quand leur style, de trop spirituels loustiques, dénomme des canards publics. Or donc, sans ceux du journaliste, dont j'accepte les vérités, le canard compte dans sa liste 42 variétés. Détournez les yeux de la boue dans laquelle il fait son festin. N'écoutez sa voix qui s'enroue à cancaner soir et matin, et lorsque l'oiseau palmipède sera devenu gras et gros, faites-en des daubes, des rots. Ah, ces qualités, gourmet cèdent en lui non plus rien de mauvais. À sa forte odeur, quel remède qu'une sauce au tendre navet, ou pour qui les aime aux olives.
Salut, ô fin gibier des rives, canard sauvage, oui, tu nous plais, et quelle que soit ton espèce, qu'on te rôtisse et te dépaisse, pour ne manger que tes filets, chair savoureuse, et cuite rose, que le jus d'un citron t'arrose. J. Rouillé. Voici la formule moins lyrique, mais plus précise, des canetons à la rouennaise. Ayez un beau caneton bien blanc et bien gras. Flambez-le légèrement, sans lui roidir la peau. Coupez les petits bouts des pattes et refaites-les, retournez-les lui en dehors et rentrez-lui le croupion. Coupez-en les ailes près du corps, supprimez-en le cou, videz, flambez, épluchez, bridez pattes retroussées, frottez-les avec leur foie, mettez à la broche, laissez cuire et servez avec 2 citrons. Alexandre Dumas, Mon dictionnaire de cuisine, lettre C, carême. Nous avons à choisir, en écrivant carême, entre le nom d'une époque qui représente le jeûne et le nom d'un homme qui représente l'art culinaire arrivé à sa perfection. Commençons par la prescription religieuse, qui d'ailleurs a un droit chronologique. On appelle carême le jeûne annuel en usage dans l'Église catholique et qui commence le mercredi des Cendres et finit à Pâques, excepté dans l'Église de Milan, où il ne part que du dimanche de la quadragésime, et chez les Grecs, qui le commençant le même jour, s'abstiennent de viande le lundi d'après la quinquagésime, jusqu'au dimanche suivant, sans jeûner toutefois, mais en observant un carême plus rigoureux, puisqu'ils se privent non seulement de laitage et d'œufs, mais encore de poisson et de viande. On n'est point d'accord sur l'époque de l'institution du carême. Quelques-uns l'attribuent à Moïse, d'autres prétendent qu'il était observé en Égypte longtemps avant Moïse, et que ce fut l'un des usages que les Israélites rapportèrent de ce pays. Toutes les nations qui ont des lois ont aussi leur carême. On doit en conclure que ce n'est point uniquement pour plaire à Dieu que le carême fut institué, mais aussi pour la santé, en prévenant la transition des saisons toujours funestes au tempérament non préparé par un régime convenable. Dans l'enfance des nations, les peuples ignorants n'eussent point suivi un conseil d'hygiène, on en fit un précepte religieux. La superstition l'adopta. La rigueur du carême, aussi bien que sa durée, a varié selon les pays. Dans l'Église d'Occident, on ne faisait qu'un repas vers le soir, et on ne mangeait que des légumes et des fruits. Le laitage, les œufs, les viandes et le vin étaient défendus. Le poisson était permis, mais la plupart des fidèles s'en abstenaient. Il paraît que le jeûne était encore plus rigoureux en Orient, où presque tous les chrétiens ne vivaient que de pain et d'eau, et de quelques légumes. Les latins, au rapport de Bède, avaient d'autres carèmes, celui de Noël et celui de la Pentecôte, et tous deux, comme celui de Pâques, étaient de 40 jours. Les Grecs ont encore 4 carèmes outre celui de Pâques. Ce sont ceux de Noël, des apôtres, de la transfiguration et de l'Assomption. Mais ils ne sont que de 7 jours chacun. La France est peut-être aujourd'hui le pays du monde où le carême est le moins observé. Il n'en était pas de même autrefois. Quand le clergé fut devenu riche et puissant, son influence fit rendre sur l'abstinence des lois les plus rigoureuses, et tandis qu'il contentait sa sensualité en rompant l'uniformité des viandes par les poissons les plus exquis, que son insatiable cupidité entassait l'or en vendant les dispenses aux riches, le misérable, qui n'avait pas d'or pour acheter son malheureux péché, était pendu pour avoir mangé de la viande une fois en carême. Le boucher qui en avait vendu était fouetté et mis au carcan. On lit dans les capitulaires, année 780, que Charlemagne, voulant forcer les Saxons d'adopter le christianisme, déclara que les Saxons qui ne voudraient pas se faire baptiser et qui mangeraient de la viande en carême seraient punis de mort. En 1522,
on fouetta par sentence du prévôt de Sens, et l'on condamna à l'amende honorable devant la porte de l'église cathédrale le nommé Passaigne, pour avoir mangé, en carême, des haricots au lard. Sous Louis III, la peine de mort fut abolie, mais celle du fouet fut maintenue contre les délinquants. Voltaire rapporte un fait à l'appui des précédents. Arrivé près de Saint-Claude, l'an de grâce 1729, le 28 juillet, eut lieu l'exécution du nommé Claude Guillon, qui eut la tête tranchée pour avoir, étant dans la plus affreuse misère, et pressé d'une faim dévorante, emporté, fait cuire et mangé de la viande d'un cheval tué et abandonné dans un pré, et cela le 31 mars. Voici textuellement le prononcé de la sentence du juge. Nous, etc., après avoir vu les pièces du procès, et ouï l'avis des docteurs en droit, déclarons ledit Claude Guillon dûment atteint et convaincu d'avoir emporté de la viande d'un cheval tué dans les prés de cette ville, d'avoir fait cuire la dite viande le 31 mars, jour du samedi, et d'en avoir mangé, etc. Ah, quels déplorables et ridicules excès ne poussait pas l'engeance monacale, si nombreuse et si influente dans ces siècles de ténèbres, lorsque nous voyons encore en 1791, à Rawa, en Pologne, des juges condamner et faire brûler par la main du bourreau une poupée coupable de sacrilège, parce que les enfants d'une luthérienne lui avaient attaché au cou l'image de la Vierge. Et la même année, en Espagne, furent jugés et condamnés à périr au milieu des flammes, comme atteints et convaincus d'hérésie et de blasphème, un perroquet et un singe, appartenant à un Français. Le perroquet pour avoir crié « Au feu le bref Margot !» et le singe parce qu'il semblait applaudir par ses sauts et ses gambades. Ces deux grands criminels furent renfermés et brûlés dans une cage de fer sur laquelle étaient deux écriteaux. L'un portait « Blasphémateur, impie, sacrilège, traître à Dieu » et un autre Saint-Père le Pape, et l'autre complice de sacrilège par gestes, signes et autres preuves non équivoques. Un autre fait rapporté par M. Saint-Edmé dans son traité de législation historique du sacrilège, c'est tous les peuples du monde, est bien plus récent. L'an 1823, un samedi, 4 individus de la commune de Saint-Laurent-de-Cerdan, arrondissement de Céret, département des Pyrénées, vinrent pour leurs affaires à Céret. Ils entrèrent dans une auberge pour dîner et se firent servir des côtelettes. Cette auberge étant située sur la place, ils furent aperçus faisant gras, rapport au maire, citation devant le procureur du roi et condamnation comme prévenu du délit d'outrage à la morale religieuse, à 1 année d'emprisonnement et 300 francs d'amende. Bien leur en prit d'en rappeler, car le jugement fut cassé le 9 juillet par le tribunal de Perpignan. À la même époque, un boucher de Rome fut arrêté, conduit sur la place Fontana di Travi, et marqué par le bourreau, un écriteau annonçait son crime, qui était d'avoir mangé de la viande un vendredi dans une auberge avec quelques-uns de ses amis. Alexandre Dumas, Mon dictionnaire de cuisine, lettre C, carpe à la Chambord. Ayez une belle carpe du Rhin, échardez-la, levez-en la peau, videz-la sans lui ouvrir le ventre en totalité, ôtez-lui les ouïes sans endommager la langue. Levez ensuite le nerf de la queue. Piquez votre carpe entièrement avec de l'anguille taillée en petits lardons, ou moitié avec des truffes et des carottes coupées de même. Si vous servez cette carpe au gras, piquez-la de lard, de truffes ou de carottes. Mettez-la dans une poissonnière, mouillez-la d'une braise maigre et faites cuire. Mettez ensuite dans une casserole 3 tasses d'espagnol maigre et une demi-bouteille de vin blanc de champagne. Faites réduire votre sauce, dégraissez-la,
mettez des champignons tournés, des truffes, des laitances de carpe, des quenelles, de l'anguille coupée par tronçons, faites mijoter un quart d'heure votre ragoût et finissez-le avec du beurre d'anchois. Égouttez votre carpe, dressez-la, mettez vos garnitures autour, joignez-y des écrevisses, décorez-en votre carpe, saucez-la, glacez-la et servez. Si c'est au gras, ajoutez-y des riz de veau piqués, des pigeons à la Gautier ou des cailles. Si c'est la saison, des crêtes et des rognons de coq. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine. Lettre C. Carême, Marie-Antoine. Voilà un nom qui n'était certes pas destiné à acquérir la célébrité gastronomique à laquelle il est parvenu. Depuis la mort de Carême, arrivée le 12 janvier 1833, bien des princes ont perdu leur principauté, bien des rois sont descendus de leur trône. Carême, roi de la cuisine par le génie, est resté debout, et aucune gloire rivale n'est venue obscurcir la sienne. Comme tous les fondateurs d'empires, comme Thésée, comme Romulus, Carême est une espèce d'enfant perdu. Il naquit à Paris le 7 juin 1784, dans un chantier de la rue du Bac, où travaillait son père. Celui-ci, chargé de 15 enfants, et ne sachant où trouver de quoi les nourrir, emmena un soir le petit Marie-Antoine, âgé de 11 ans, dîner à la Barrière. Puis, le laissant là au milieu du pavé, il lui dit « Va, petit, il y a de bons métiers dans ce monde. Laisse-nous languir, la misère est notre lot, nous devons y mourir. Ce temps est celui des belles fortunes, il suffit d'avoir de l'esprit pour en faire une. Et tu n'en manques pas, va petit, ce soir ou demain, quelque bonne maison s'ouvrira peut-être pour toi. Va, avec ce que le bon Dieu t'a donné, et ce que j'y ajoute. » Et l'excellent homme y ajouta sa bénédiction. À partir de ce soir-là, Marie-Antoine ne revit plus ni son père, ni sa mère, qui moururent jeunes, ni ses frères ni ses sœurs qui se dispersèrent dans le monde. Cependant, la nuit était venue. L'enfant vit une fenêtre qui brillait. Il alla y frapper. C'était l'officine d'un gargotier dont l'histoire n'a pas conservé le nom. Celui-ci le recueillit, et le lendemain l'enfant était à son service. À 16 ans, il quittait ce cabaret borgne pour travailler en qualité d'aide chez un restaurateur en pied. Ses progrès y furent rapides. L'adolescent annonçait déjà ce qu'il serait un jour. Admis chez Bailly, pâtissier en renom de la rue Vivienne, qui excellait dans les tourtes à la crème et fournissait la maison du prince de Talleyrand, à partir de ce moment, il vit clair dans son avenir et découvrit sa vocation. À 17 ans, dit Marie-Antoine dans ses mémoires, j'étais premier tourtier chez monsieur Bailly. Ce bon maître s'intéressait à moi. Il me facilita des sorties pour aller dessiner au cabinet des estampes. Il me confia la direction de plusieurs pièces montées, destinées à la table du premier consul. J'employai au service de monsieur Bailly mes dessins, mes nuits, et ses bontés payaient largement mes peines. Chez lui je me fis inventeur. Alors florissait dans la pâtisserie l'illustre Avis. Son œuvre m'enthousiasma. La connaissance de ses procédés me donna du cœur. Je fis tout pour le suivre sans limiter, et devenu capable d'exécuter toutes les parties de l'État, je confectionnai seul des extraordinaires uniques. Mais pour en arriver là, jeunes gens, que de nuits passées sans sommeil! Je ne pouvais m'occuper de mes dessins et de mes calculs qu'après 9 ou 10 heures, et je travaillais les 3/4 de la nuit. Les larmes aux yeux, je quittai mon bon monsieur Bailly. J'entrai chez le successeur de monsieur Gendron. Je lui fis mes conditions. J'obtins que lorsque je serais appelé pour un extra, j'aurais le loisir de me faire remplacer. Quelques mois après, je sortais des grandes maisons pâtissières pour suivre mes seuls grands dîners. C'était bien assez. Je m'élevais de plus en plus, et je gagnais beaucoup d'argent. Les envieux me jalousaient, pauvre enfant du travail. Et depuis je me suis vu en butte aux attaques de bien de petits pâtissiers, qui auront fort à faire pour arriver où je suis.
Au milieu des prodigalités du directoire, Carême avait préparé le luxe délicat et l'exquise sensualité de l'Empire. La table du prince de Talleyrand était servie, dit Carême, avec sagesse et grandeur. Donnez l'exemple et rappelez aux bons principes les gens comme il faut. Cette maison était dirigée culinairement parlant par M. Boucher, ou Bouche-Sec, qui sortait de la maison de Condé, citée pour sa succulence et sa bonne chère. Ainsi la cuisine de M. de Talleyrand n'était que la cuisine de la maison de Condé continuée. M. Boucher avait débuté par la maison de la princesse de Lamballe, et pendant longtemps ce fut lui qui choisit les cuisiniers des grandes maisons de l'étranger. Carême lui a dédié son pâtissier royal. Ce fut là qu'il fit aussi la connaissance de la Guipière, le cuisinier de l'empereur, qui mourut dans la retraite de Moscou, n'ayant pu supporter la transition des 35 degrés de chaleur de sa cuisine aux 35 degrés de froid de la plaine de la Moskowa. Jusque-là, Carême avait appris à suivre son art, à partir de la Guipière. Il apprit à l'apprivoiser. Mais la pratique ne lui suffisait plus. Il voulait approfondir la théorie, copier des dessins, lire, analyser les livres de science, suivre des cours analogues à sa profession. Il écrivit et illustra une histoire de la table romaine. Malheureusement, copie et dessin ont été perdus. Carême était un poète. Il mettait son art à la hauteur de tous les autres, et il avait raison, car arrivé où il en était, il n'y a plus de taille. Je contemplais, dit-il, de derrière mes fourneaux, les cuisines de l'Inde, de la Chine, de l'Égypte, de la Grèce, de la Turquie, de l'Italie, de l'Allemagne et de la Suisse. Je sentais crouler sous mes coups l'ignoble fabrication de la routine. Carême avait grandi avec l'Empire, qu'on juge de sa douleur en le voyant s'écrouler. Il fallut le forcer à exécuter, dans la plaine des vertus, le gigantesque banquet royal de 1814. L'année suivante, le prince régent l'appelait à Brighton, comme chef de cuisine. Il resta auprès du régent d'Angleterre 2 ans. Chaque matin, il rédigeait le menu sous les yeux de son Altesse, gourmand blasé. C'est pendant ces tête-à-tête qu'il lui faisait un cours de gastronomie hygiénique qui, s'il était imprimé, serait regardé comme un des livres classiques de la cuisine. Ennuyé du vilain ciel gris d'Angleterre, il revint à Paris. Mais le prince régent, devenu roi, le rappela en 1821. De Londres, Carême alla à Saint-Pétersbourg remplir les fonctions vacantes de l'un des chefs de cuisine de l'empereur Alexandre. Puis il revint à Vienne, exécuter quelques grands dîners de l'empereur d'Autriche. Attaché à Lord Stuart, ambassadeur d'Angleterre, il revint avec lui à Londres, mais il le quitta pour revenir à Paris écrire et publier. Les congrès qui se multipliaient, les souverains qui tous voulaient la voir, l'arrachaient à chaque instant à la théorie. Carême était devenu l'homme indispensable des réunions politiques. Mais les grands travaux abrègent l'existence. Le charbon nous tue, disait-il. Mais qu'importe, moins d'années, plus de gloire. Il mourut, tué en réalité par son génie, le 12 janvier 1833, avant d'avoir accompli sa 50e année, laissant des élèves dignes de lui, entre autres l'excellent Vuillemot. Alexandre Dumas, Mon dictionnaire de cuisine, lettre C, Cavaillon. À 25 kilomètres sud-est d'Avignon. Reste d'un arc de triomphe, melon d'hiver renommé. On présume que la ville de Cavaillon n'est citée ici ni pour sa position sur la Durance, ni pour son voisinage d'Avignon, ni pour son arc de triomphe, mais pour ses melons, non pas d'hiver, mais verts, renommés. Un jour, je reçus une lettre du conseil municipal de Cavaillon, lequel me dit que, fondant une bibliothèque et désirant la composer des meilleurs livres qu'il pourrait se procurer, il me priait de lui envoyer 2 ou 3 de mes romans, qui dans mon esprit tiendraient la première place. J'ai un fils et une fille. Je crois les aimer également. J'ai 5 ou 600 volumes.
je crois éprouver pour eux tous une sympathie à peu près égale. Je répondis à la ville de Cavaillon que ce n'était pas un auteur qu'il fallait faire juge du mérite de ses livres, mais que je trouvais tous mes livres bons, mais que je trouvais les melons de Cavaillon excellents, que par conséquent j'allais envoyer à la ville de Cavaillon une collection complète de mes œuvres, c'est-à-dire 400 ou 500 volumes, si le conseil municipal voulait me voter une rente viagère de 12 melons verts. Le conseil municipal de Cavaillon, je dois le dire, me répondit poste pour poste que ma demande avait été accueillie à l'unanimité et que je me trouvais avoir une rente viagère, la seule, selon toute probabilité, que j'aurais jamais. Il y a une douzaine d'années que je jouis de cette rente, et je dois le dire, elle n'a jamais manqué une fois d'arriver à l'époque où les melons verts, un peu en retard sur les autres, entrent dans leur maturité. Or, je ne sais pas si le conseil municipal de Cavaillon a l'obligeance de faire un choix parmi ces melons et de m'envoyer ceux qu'il croit les meilleurs, mais je répète que je n'ai jamais rien mangé de plus frais, de plus savoureux et de plus sapide que les melons de ma rente. Je n'ai donc qu'un désir à émettre, c'est que mes livres aient toujours pour les Cavaillonnais le même charme que leurs melons ont pour moi. C'est à la fois une occasion qui se présente d'exprimer à mes bons amis Cavaillonnais toute ma reconnaissance et de désigner à toute l'Europe leurs melons comme les meilleurs que je connaisse. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, cave. Une cave soigneusement organisée doit être à la fois sèche et fraîche, l'air ne doit y pénétrer que par de faibles issues, le soleil, dont les rayons méritent notre hommage, au dehors, le soleil, qui a d'abord été adoré par les peuples comme le dieu de l'univers parce qu'il faisait naître et mûrir tous les dons de la nature, est funeste pour la cave. Un gourmand expérimenté ne fait point grâce à ces rayons, il les condamne à un éternel exil. On trouve ces préceptes déjà suivis dans l'Antiquité. On doit au célèbre architecte Mazois la description de la maison de Scaurus. Voici ce qu'il dit de la cave. Du côté du nord sont les cellées ou inarets, où l'on conserve les vins de toute espèce, qui selon certains plaisants comptent plus de consulats que les ancêtres de Scaurus n'en ont vu à eux tous. Ces caves tiennent leur jour du côté du septentrion et du levant équinoxial. Cette exposition est choisie de préférence afin que les rayons solaires ne puissent, en échauffant le vin, le troubler et l'affaiblir. On a soin qu'il n'y ait près de cet endroit ni fumier, ni racines d'arbres, ni aucune chose fétide. On en éloigne aussi les bains, les fours, les égouts, les citernes, les réservoirs, dans la crainte que leur voisinage n'altère le goût du vin en lui communiquant une mauvaise odeur. Scaurus, qui a plus de soin de sa cave que de sa réputation, fréquente volontiers les hommes les plus corrompus de Rome, mais il ne souffrirait pas que rien de ce qui peut corrompre son vin approchât des murs de son cellier. Il pensa une fois faire divorce avec sa femme parce qu'elle avait visité cet endroit en un moment où elle était indisposée, comme les femmes ont coutume de l'être, ce qui pouvait, selon lui, faire aigrir ses vins précieux. Il porte si loin l'attention à cet égard qu'il fait parfumer avec de la myrrhe non seulement les vases pour donner bon goût au vin, mais même le local tout entier. La cave de Scaurus est renommée. Il est parvenu à y rassembler 300 000 amphores de presque toutes les sortes de vins connus. Il en a de 195 espèces différentes qu'il soigne d'une manière particulière. Rien n'est négligé, la forme des vases a été soumise à certaines observations, et les amphores trop ventrues y sont proscrites. Au-dessus des caves, ou plutôt des celliers, sont les magasins pour les provisions, recevant aussi la lumière du septentrion, afin que le soleil ne puisse, en y pénétrant, faire éclore les insectes qui dévorent les grains. Après avoir vu comment est aménagée la cave d'un gourmand antique, voyons comment doit s'aménager la cave d'un gourmand moderne. Le nombre des espèces de vins que doit contenir la cave d'un amateur n'est pas limité,
Mais une sage prévoyance, la science de l'âge auquel le vin doit être bu, doivent allier le luxe à l'économie. Il n'y a que quelques espèces qui doivent être amoncelées en grande quantité. Beaucoup d'autres ne doivent figurer qu'en nombre suffisant pour la consommation de quelques années. Malheur au buveur ignorant qui entasse dans sa cave des tonneaux de Bourgogne et de Champagne. Ces vins, qui n'ont que peu d'années à vivre, doivent être bu aussitôt qu'ils ont atteint leur maturité. Leur dégénérescence est rapide. Le Bourgogne est gris, le Champagne graisse. En général, les vins blancs sont d'une conservation difficile. On ne doit s'approvisionner qu'au fur et à mesure des besoins. Mais le Bordeaux, les vins méridionaux et les vins d'Espagne peuvent et doivent être conservés longtemps, parce que la vieillesse est leur principal mérite. Ceux-là doivent s'élever en tas énormes. Les espèces encore trop jeunes seront cachées sous les piles d'autres vins, afin qu'elles ne reparaissent que lorsqu'elles auront été longtemps oubliées. Alors elles se produiront sur la table dans les bouteilles murées d'une triple couche de tartre, et si l'amphitryon, poussé par un noble orgueil, s'écrie comme Horace: voilà du vin de l'époque de ma naissance, Mummius était consul, un rire sardonique ne circulera pas parmi les convives, et l'on ne prendra pas ces paroles pour une gasconnade. Voici la liste des vins dont la cave d'un amphitryon de nos jours doit être garnie. Et Alicante, Anjou, Arbois, Aubigny, Auxerre, Avalon, Barsac, Beaugency, Beaune, Belay, Benicarlot, Bordeaux, Bouzy, Bru, Bucella, Cahors, Caladre, Calon-Ségur, Canaries, Cap de Bonne-Espérance, Carbonieux, Cavelot, Chablis, Chambertin, Chambol, Champagne rouge, Champagne blanc tisane, Chassagne, Châteaugrillé, Château-Margaux, Châteauneuf, Chiot, Chypre, Clos-Vougeot, Collioure, Condrieu, Constance, Corton, Coteaux de Saumur, Côte-Rôti rouge et blanc, Côte-Saint-Jacques, Coulanges, Esparon-Lazerme, Falerne, Flé, Florence, Frontignan, Grave, Grenache, Guigne, Aubryon, Auvilliers, Hermitage, Irancy, Joigny, Julnat, Jurançon rouge ou blanc, la Chaînette, Lacryma Christi, la Ciotat, la Fitte Mouton, la Fitte Ségur, la Gaude, la Malgue, la Naïte, Langon, Lunel, Mâcon, Madère, Malaga, Malvoisie de Madère, Malvoisie de Sitges, Malvoisie de Tenerife, Médoc, Mercurey, Meursault, Mier, Montefiascone, Montepulciano, Montilla, Montrachet, Moulin à Vent, Muscat de Frontignan, Muscat de Rivesaltes, Nuit de Rivesaltes, Œil de Perdrix, Euras, Orléans, Paille, Pajaré, Paphos, Pedros Réménès, Perpignan, Piccoli, Pierry, Piquepouille, Pomard, Porto, Pouilly-Fuissé, Rancio, Reuilly, Richebourg, Rivesaltes, Romanée, Romanée-Conti, Rosé, Rota, Roussillon, Saint-Amour, Saint-Émilion, Saint-Estève, Saint-Georges, Saint-Julien, Saint-Julien-du-Sault, Saint-Martin, Saint-Péret, Samos, Sancerre-Fuissé, Sauternes, Savigny, Chiras, Cercial, Sétural, Sillery, Stanchot, Syracuse, Tavel, Terrasse, Taurin, Toquet, Tonnerre, Torémia, Val-de-Peignasse, Vauvert, Vermenton, Vermouth, Verzy-Verzenay, Volnay, Vonne, Vougeot, Vouvray-Blanc, Xérès. On sait au reste que les anciens ne préparaient pas leur vin de la même façon que nous. Ils ignoraient l'art de la fermentation,
et faisaient cuire leur vin avec du sucre. Cela les conservait, mais leur donnait une apparence de sirop qui devait bien vite émousser la soif. Ils ne connaissaient au reste en vin romain que le falerne, le massique et le coécube. En vin grec, ils connaissaient le chypre, le samos, le santorin et le ténédos. Mais sans doute dès cette époque le gâtaient-ils comme ils font aujourd'hui, en mettant dans leurs amphores des pommes de pin, sous prétexte que cet arbre avait fourni le thyrse de Bacchus. Les Grecs modernes ont malheureusement conservé cette habitude, ce qui rend leur vin impossible à boire à tout autre qu'à des Grecs. On trouve quelque chose d'analogue en Espagne, où le vin serait excellent, si on ne l'enfermait pas dans des pots de bouc qui lui communiquent une odeur à laquelle les étrangers ne peuvent s'habituer. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, cerise. Fruit rouge à noyau du cerisier. Ce fruit est aqueux et acide. Si on le consomme en petite quantité, il ajoute à l'estomac un complément utile de sucre aqueux, de sel alcalin et de matière sucrée. Un poète didactique, l'excellent cuisinier Rouillé, décrit dans les vers suivants les différentes variétés de cet excellent fruit. Les gobets de Montmorency sont originaires d'Asie. Ce fruit rouge du cerisier fut importé de Cérisonte par Lucullus, gourmand guerrier, lequel, l'histoire le raconte, pour la cerise en sa saison, alla combattre Mithridate, roi fameux mangeur de poison. Oui, de l'antique Rome date la cerise dans nos desserts, mais jusqu'à nous l'arbre trophée a vu chaque branche greffée se produire en genre divers, à part la meurise sauvage, pour le kirschwasser en usage, et qui reste aux importateurs, nous, de la cerise aigrillotte. Pour tourte, gelée et compote, nous pouvons nous dire inventeurs, que rapidement je désigne pour ratafia cassiliqueur. Cette espèce noire, la guigne, quant à elle en forme de cœur, le bigarreau dur, indigeste, elle recèle un verre, au reste, on vous la croque à belles dents, sans jamais regarder dedans. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, champignons. Nom générique d'un grand nombre de plantes spongieuses, cryptogames, en chapiteaux, sans branches ni feuilles. Les champignons croissent dans les lieux humides, il y en a beaucoup de vénéneux, les bons sont eux-mêmes capables d'intoxiquer légèrement les personnes qui, comme l'empereur Claude ou le Trimalcion de Pétrone, seraient tentés d'en faire abus. Croûte aux morilles. Épluchez, fendez, lavez, faites blanchir, égouttez, mettez à la casserole vos morilles avec beurre, persil, ciboule, passez-les sur le feu, sautez, farinez, mouillez avec consommé, faites cuire, réduisez, supprimez le bouquet, liez avec jaune d'œuf délayé, sucrez et servez avec garniture de truffes noires. Avis. J'avoue que rien ne m'effraie plus que l'apparition de champignons sur une table, surtout lorsque je me trouve par hasard dans une petite ville de province. Je vois cet entrefilet dans un journal. Hier, monsieur X, sa femme et sa fille aînée, ayant été se promener dans la forêt d'Eu, en ont rapporté un plat de champignons qu'ils ont mangé à leur dîner. Ce matin, le mari et la femme étaient morts empoisonnés, et l'ont désespéré de leur fille. Le grand malheur de l'empoisonnement par les champignons, c'est que quand les premiers symptômes d'intoxication se font sentir, il est déjà trop tard, l'aliment vénéneux étant déjà à moitié digéré. Il n'existe donc pas, à proprement parler, de contrepoison pour les champignons vénéneux. On commencera par administrer un vomitif, puis, si le vomitif n'agit pas suffisamment, on donnera un purgatif doux, 30 grammes d'huile de ricin, 60 grammes de manne, délavement avec de la casse, 60 grammes du sulfate de soude et de magnésie, 15 grammes. On donnera en outre quelques cuillerées d'une potion éthérée avec de l'eau de fleur d'oranger. Pendant ce temps,
Le médecin arrivera et appréciera la situation. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, Chartreuse. Monsieur Carême a décidé que la grande Chartreuse était la reine des entrées modernes. Mais nous allons laisser parler cet illustre professeur, attendu que nous n'avons pas, à beaucoup près, autant d'éloquence que lui. La grande Chartreuse ne doit contenir, comme on sait, que des légumes et des racines, mais elle ne saurait être parfaite que dans les mois de mai, juin, juillet et août, saison riante et propice, où tout se renouvelle dans la nature, et semble nous inviter à apporter de nouveaux soins dans nos opérations, par rapport à la tendreté de ces excellentes productions. Les détails minutieux de la Chartreuse sont à peu près les mêmes que pour les pâtés chauds de légumes. C'est pourquoi je passerai rapidement sur la description de cette entrée. Chartreuse à la parisienne en surprise. Faites cuire 8 belles truffes bien rondes dans du vin de champagne ou sous de la cendre. Quand elles sont froides, vous les épluchez, les coupez dans leur plus grande longueur, parez ensuite légèrement une centaine de queues d'écrevisses dont vous formez une couronne au fond d'un moule beurré. Vous placez vos colonnes de truffes parées sur vos queues d'écrevisses, de façon qu'elles forment une espèce de bordure grecque ou méandre. Vous y joignez des filets mignons de poulet que vous avez fait roidir dans le beurre et proprement parés. Et pour faire pendant à la couronne de queue d'écrevisse qui se trouve sur le fond, vous placez sur le haut de votre chartreuse une autre couronne d'écrevisse, de façon qu'elle s'en trouve entourée. C'est ce qui est d'un effet charmant. Hachez ensuite les parures de vos truffes, masquez-en une première fois le fond du moule, puis masquez-le de nouveau avec soin de quenelle de volaille un peu ferme, à la hauteur d'1,5 cm. Vous masquez aussi de la même façon votre bordure grecque. Votre moule étant ainsi garni partout, vous mettez au milieu une blanquette de riz d'agneau ou un ragoût à la financière ou à la Toulouse, mais en ayant soin d'y mettre des ragoûts à froid et de ne pas remplir le moule jusqu'à 13 mm du bord. Mettez ensuite un morceau de papier beurré de la grandeur de votre moule afin de le couvrir, une couche de farce d'environ 13 mm d'épaisseur et placez ce couvercle sur la garniture qui se trouve contenue par ce moyen. Dégraissez et ôtez ensuite ce papier au moyen d'un couvercle de casserole chaud que vous mettez dessus pour en faire fondre le beurre afin d'en détacher la farce, que vous liez avec la pointe d'un couteau à celle du tour de votre moule. La chartreuse ainsi faite, vous couvrez le dessus d'un rond de papier beurré, puis vous la mettez pendant 1 heure au bain-marie. Prête à servir, vous l'ôtez du moule. Vous la dressez sur un plat en la masquant d'une couronne de petits champignons bien blancs, entourant une rosace préparée d'avance avec 8 filets mignons à la Conti en forme de croissant. Placez au milieu de votre croissant un beau et gros champignon. Glacez-la si vous voulez et servez. Cette entrée est d'un très bel effet et d'après Carême, ce qu'il a composé de mieux en fait d'entrée de farce. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, chocolat à la vanille, façon de Paris. Prenez par exemple 5 kg de pâte de cacao, 60 g de vanille et 5 kg de sucre. Vous incorporez 4,5 kg de sucre avec la pâte de cacao. Vous les mettez en 2 fois dans le mortier pendant qu'il est encore chaud. Vous mélangez bien le tout en le pilant et vous retirez cette pâte quand elle est bien mêlée pour la mettre dans une terrine à la réserve de 500 g que vous broyez sur une pierre à chocolat. Cette pierre doit être unie de 43 à 48 cm de large sur 81 de long et 8 cm d'épaisseur. Vous l'affermissez sur un châssis de bois en forme de buffet garni de tôle à l'intérieur
et disposé de manière à recevoir une petite tôle de braise bien allumée, suffisamment couverte de cendre, pour conserver à la pâte une chaleur douce. Vous mettez à côté de ce feu la terrine, dans laquelle est le surplus de votre pâte, puis vous broyez celle qui est dessus dans un cylindre de fer poli. Lorsque votre pâte est suffisamment broyée, vous la transvidez dans une autre terrine, que vous mettez de même à côté du feu pour la conserver fluide. Vous en remettez de nouveau sur la pierre et vous procédez ainsi jusqu'à ce que votre pâte ait entièrement passé par cette opération. Vous aurez soin, pendant ce travail, de toujours entretenir le feu sous votre pierre, qui doit conserver le degré de chaleur convenable, c'est-à-dire assez chaude pour qu'on ne puisse y laisser le dos de la main qu'un instant. Vous ajoutez à votre mélange suffisamment broyé la vanille pulvérisée avec 500 g de sucre tamisé. Remettez votre pâte sur la pierre, retirez-la promptement et roulez-la sur une feuille de parchemin afin de lustrer votre chocolat. Coupez-le par morceaux, mettez-les dans des moules frappés le plus droit possible pour que le chocolat devienne uni et luisant, et dans le cas où il se formerait dessus une petite bulle produite par l'effet de l'air, piquez ces bulles avec une épingle, et votre tablette devient parfaitement unie. Laissez refroidir votre chocolat dans le moule afin qu'il durcisse. Quand il s'est solidifié, il se sépare des moules facilement. Il suffit pour cela de les renverser ou de les presser légèrement, par les deux bouts, comme si on voulait les tordre. De cette façon, les tablettes qui seraient attachées par quelque côté se retirent très facilement sans courir le risque de se briser. Si votre chocolat est mis trop chaud dans les moules, il se forme alors dessus des taches. S'il est trop liquide, jetez 2 ou 3 cuillerées d'eau sur une quantité de 10 kg et remuez-le jusqu'à ce qu'il soit devenu plus épais, ce qui donne plus de facilité pour le mettre dans les moules. Pour obtenir un chocolat qui flatte le goût, vous ajoutez, au lieu de vanille, 45 g de cannelle et 3,5 g de massis que vous mélangez et pulvérisez avec le sucre. Si vous désirez un chocolat plus fin, retranchez 1 kg de sucre sur la quantité indiquée ci-dessus. Vous enveloppez vos tablettes dans du papier blanc et vous le conservez dans un endroit bien sec. La moindre humidité le ferait moisir. La vanille, contenant une matière résineuse et balsamique, et étant dans un état de mollesse perpétuelle, il est indispensable de la piler avec le sucre, et autant que possible par un temps sec, parce que le sucre passe difficilement à travers le tamis par les temps humides. Il est important aussi que la vanille soit choisie fraîche et de bonne qualité. La dose que nous prescrivons ci-dessus n'est que comme exemple. On emploie les différentes substances qui entrent dans la composition du chocolat à volonté et dans les proportions convenables à la quantité que l'on veut faire. Alexandre Dumas, mon dictionnaire de cuisine, lettre C, cidre et poirée. Le cidre n'est connu en Europe que depuis que les Maures de Biscaye l'importèrent d'Afrique. D'Espagne, il a passé en France, et les conquérants normands l'ont naturellement mené à leur suite en Angleterre. Le cidre a été l'objet de discussions très sérieuses. Pour le Normand, c'est le vrai nectar des maîtres de l'Olympe. Pour l'habitant des pays vignobles, au contraire, ce n'est qu'un fade et épais breuvage. Quoi qu'il en soit, le Normand lui est resté fidèle, et le cidre a pénétré dans d'autres contrées de la France, où il est presque aussi estimé que le vin. Un jour, je reçus de M. Jules Houdin, propriétaire d'un château et d'une terre appelée la Pommeraye, à cause de la quantité de pommiers qui y poussent, la lettre suivante. Société d'horticulture du centre de la Normandie, à Monsieur Dumas. Maître, vous m'avez fait l'honneur de me donner l'accolade en me disant « Nous nous reverrons ». Ce sera l'ère du bonheur de mon existence. J'en prends texte pour vous demander un renseignement qu'il vous sera probablement très facile de me donner et qu'il me faudrait peut-être une année pour trouver sans votre aide.
Quels sont les faits historiques les plus saillants de l'Antiquité et du Moyen Âge au sujet des pommes, des pommiers, des poiriers et du cidre? Je serais au désespoir de vous demander ce renseignement s'il n'y avait pour moi un but très utile. Mon remerciement sera d'aller vous montrer l'usage que j'en aurai fait. Pendant la saison d'été, vous viendrez, n'est-ce pas, respirer les parfums des végétations exotiques et indigènes sous un pommier. Ne me faites pas languir, je vous prie. Bien à vous, Jules Houdin. Je pris la plume et poste pour poste je fis la réponse suivante. Cher monsieur Jules, je vais vous répondre d'abord sur ce que je sais certainement moins bien que vous sur la pomme, le pommier, le poirier, l'origine du cidre et son invasion en Europe. Devons-nous mettre la pomme avant le pommier ou le pommier avant la pomme? Le pommier est-il poussé d'un pépin jeté dans l'espace et venant d'une pomme par conséquent, ou la pomme a-t-elle poussé sur un pommier créé en même temps que la création? C'est la question de la poule et de l'œuf. La poule vient-elle de l'œuf, ou l'œuf vient-il de la poule, si nous nous en rapportons à Moïse? Le premier auteur qui parle de pomme et de pommier, le pommier et la pomme préexistaient à l'homme dans le paradis terrestre, puisque les arbres fruitiers furent créés le troisième jour et l'homme le sixième. Nous savons le commandement qui fut fait à Adam et à Ève à l'endroit de ce pommier, et comment ils désobéirent pour notre malheur à ce commandement de Dieu. Le serpent présenta la pomme à Ève, Ève y mordit, Adam l'acheva, et nous fûmes tous condamnés à l'exil, au travail et à la mort. Un autre poète, né 500 ans après Moïse, nous a appris comment, dans une autre circonstance, la pomme ne fut pas moins fatale au genre humain. Aux noces de Thétis et de Pélée, la discorde, qu'on avait oublié d'inviter, jeta pour se venger au milieu de l'assemblée des dieux et des déesses une pomme portant cette inscription: à la plus belle. 3 déesses crurent avoir droit à la pomme: Minerve, Junon et Vénus. Elles allèrent devant Paris, qui l'adjugea à Vénus. Il y avait encore une autre déesse qui avait des prétentions à la beauté, et qui n'avait point oublié que le jour où Vénus avait été proclamée la plus belle, un affront lui avait été fait. C'était la mariée elle-même, la femme de Pélée, la mère d'Achille, la belle Thétis. Aussi, sachant que Vénus devait, sur le rivage des Gaules, venir chercher des perles pour se faire un collier, ordonna-t-elle à tous les monstres de la mer de tâcher de s'emparer de cette pomme, pour laquelle Vénus n'avait pas craint de se montrer nue au beau berger du mont Ida. Et en effet, tandis que Vénus cherchait des perles au même endroit sans doute où son fils César vint pêcher celles dont il devait payer l'amour de Servilie, un Triton lui déroba sa pomme et alla la porter à Thétis. Thétis aussitôt, pour vulgariser le fatal présent de la discorde, et afin que toutes les déesses puissent avoir la leur, prit les pépins de la pomme et les planta sur les rivages de la Normandie. De là viennent, disent nos aïeux, les vieux Celtes, la multitude de pommiers qui poussent du Maine à la Bretagne et la beauté des femmes de toute cette côte septentrionale. Malgré le mauvais tour joué par Thétis à Vénus, les pommes, et surtout celles des Hespérides, étaient restées précieuses dans l'île de Skyros, puisque Atalante, la fille du roi, perdit à la fois le prix de la course et sa liberté pour ramasser les pommes qu'Hippomène laissait tomber sur sa route. La pomme avait cessé d'être un fruit rare, et son prix était rentré dans celui des autres comestibles du même genre, puisque Solon, effrayé des sommes que coûtaient les repas de noces chez les Athéniens, ordonna que les mariés ne mangeassent qu'une pomme à eux deux avant de se mettre au lit. Pline et Diodore de Sicile parlent des pommes comme d'un fruit très estimé des Romains, et surtout lorsqu'elles venaient des Gaules, mais ni l'un ni l'autre ne dit qu'on en tirât une boisson quelconque. Saint Jérôme est le premier qui parle du cidre, et qui constate que les Hébreux en faisaient une de leurs boissons habituelles. Tertullien, qui vivait vers la fin du IIe siècle à Carthage, et saint Augustin, qui vivait vers la fin du IVe siècle à Hippone,
parlent tous deux du cidre des Africains. Mais la première trace que l'on trouve de l'existence de cette boisson en France est dans les capitulaires de Charlemagne, où il est question des fabricants de cidre et de poirées. Mais à cette époque, le cidre avait déjà, avec les Maures, traversé le détroit de Gibraltar. Voici comment. Mahomet, l'an 609 de l'ère chrétienne, publie son Coran. Sans défendre positivement le vin aux Arabes, il le leur présente comme une liqueur pernicieuse, qu'il ne leur conseille de boire qu'à titre de médicament. Aussi, dans toutes les villes tatares que j'ai visitées, ai-je vu les marchands de vin intituler leur boutique balsam, c'est-à-dire pharmacie. Du moment où le vin se vend dans une pharmacie, ce n'est plus du vin, en effet, c'est un médicament. Pour obéir à Mahomet, les Arabes alors imitèrent les Hébreux, et du fruit des pommiers et des poiriers, firent du cidre. Appelés en Espagne par la trahison du comte Julien, ils y transportèrent leur science agriculturale, sur laquelle les Espagnols vivent encore aujourd'hui. Ce fut en Biscaye que se firent les premiers essais de ce genre. De Biscaye, l'usage passa en France. Les Normands l'accueillirent tout particulièrement, leur pays étant fécond en pommiers et stérile en vignes. Guillaume le Conquérant l'implanta en Angleterre en même temps que son drapeau, après la bataille de Hastings en 1066. D'Angleterre, l'usage du cidre s'est répandu en Allemagne et même en Russie. Il existe au reste une brochure qui a recueilli sous le titre De Origine Cidri tout ce que la science humaine a colligé sur cet intéressant sujet. Maintenant, je présume que vous êtes au courant des derniers travaux de Pasteur sur la fermentation du cidre, et que vous savez que le ferment n'est autre chose que l'agglomération par milliards de petits animalcules, ou plutôt de cryptogames, moitié animaux, moitié végétaux, qui sous le nom de microzoaires et de microphytes opèrent ce singulier travail de changer le sucre en alcool, travail qui se fait chez eux simplement par la digestion. Voilà tout ce que je sais sur le cidre, et je m'empresse de vous vider mon sac pour vous prouver combien j'ai bon souvenir de votre réception et comment je serai heureux d'aller un jour avec ma fille vous demander l'hospitalité d'une demi-semaine. 1000 compliments empressés. Alexandre Dumas.